c'est un grand succès, notre atelier, parce que nous doublons notre fréquentation par rapport à l'an dernier. Donc la tabacologie, dans 10 ans au THS, on a la salle remplie. Là, je plaisante, mais ceci dit, merci pour ceux qui sont passionnés de tabacologie, parce que de fait, c'est quand même une spécialité importante dans la dictologie. Je ne sais pas s'il faut parler de spécialité à l'intérieur de la dictologie. Alors, plusieurs choses. Tant que vous êtes là, je vous rappelle qu'au mois de novembre, vous avez un rappel à Ajaccio. Donc, pour ceux qui sont prévoyants, vous prévoyez un petit voyage à Ajaccio pour ceux que ça intéresse sur un week-end. Il y a le congrès de la Société francophone de tabacologie, où vous nous retrouverez d'ailleurs pour certains, et certains thèmes sont avancés. Et donc, on sera heureux de vous y retrouver. Alors, deuxième chose, sur l'atelier de ce soir, donc c'est un atelier genré, puisqu'on a voulu traiter ce sujet. Et c'est vrai que quand j'écoutais ce matin notre ami Van den Brick qui présentait la médecine personnalisée, j'avoue que j'étais un peu surpris de deux choses. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas parlé, il n'a pas de génétique, d'épigénétique, mais que je sache, le génome féminin et le génome masculin, c'est pas tout à fait la même chose, et que probablement qu'une médecine personnalisée mériterait qu'on s'intéresse à qui on s'adresse. Ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est celle du vieux tabacologue. Bon, excusez-moi. Toutes ces études sont faites avec des fumeurs. Non seulement on mélange les hommes et les femmes, mais en plus on rajoute de la nicotine qui, comme chacun sait, n'est pas addictogène. Enfin bon, bien qu'on fasse quand même un certain nombre d'études sur les problèmes. Et dernier point, la nicotine, c'est une chose, le tabac, c'est pas que la nicotine, c'est probablement des choses plus complexes. Et donc la deuxième réflexion que je me faisais, et c'est ce qui est important, c'est ce qu'on lit maintenant sur le cannabis et les mélanges et les problèmes de sevrage de cannabis, où c'est pas que le tétrahydrocannabinol ou les cannabinoïdes qui interviennent dans le sevrage, mais des choses plus complexes avec des terpènes, avec un certain nombre de parfums, de choses qu'on connaît bien en tabacologie et qui sont probablement à l'origine des difficultés qu'on a à soigner le noyau dur des fumeurs. Voilà. Bon, ça c'était mon introduction, et comme on peut démarrer, on va peut-être fermer la porte. Je ne sais pas si on ferme la porte, mais peut-être ce serait une bonne idée. Voilà, je vois quelqu'un qui arrive. Et c'est pas du tout pour que vous sauviez. Excellent, merci beaucoup. Comme ça, et puis moins de bruit et peut-être moins de chaleur si nos amis arrivent à gérer le. Bon, laissez, c'est pas grave. Hein. Si vous trouvez pas, c'est pas grave. On laisse tomber. C'était pour vous mettre à contribution. Merci. Et donc on commence sur cet atelier, donc qui pour nous est important par l'exposé d'Alice Deschenaux. Je ne sais pas si je vous présente Alice Deschenaux, qui est administratrice de la Fédération française de la dictologie, administratrice de la Société francophone de tabacologie, par ailleurs chef de service à l'hôpital Paul-Guiraud, et donc qui m'a succédé, puisque c'est comme ça qu'on dit, et non pas remplacé, parce que c'est comme ça qu'on doit dire aussi. Voilà, parce que donc Alice, je te passe la parole. Voilà. Merci beaucoup Didier. Donc, juste un petit préambule, on s'était rendu compte avec Anne Stöbner qu'on était parti un peu sur la même idée de présentation. Donc, comme on voulait aborder la même thématique, on a partagé en deux aspects de la question faut-il genrer la prise en charge du tabagisme. Et donc, moi, je vais surtout parler un peu d'épidémio et d'approche psychosociale, mais aussi un peu sociodémographique de la question. Et puis Anne vous proposera un exposé sur les thérapeutiques dans la réduction et le sevrage tabagique. Voilà pour débuter. Alors, j'ai des liens d'intérêt avec Pfizer, ça ne concerne pas véritablement le sujet là, donc on ne devrait pas avoir de conflit. Je voulais commencer par vous mettre quelques chiffres que vous connaissez, peut-être, ou vous avez en tout cas probablement vu, tout simplement du baromètre santé 2017. Qui vous permet de voir la courbe en bleu, c'est les hommes, parce que je pense d'un peu loin, vous voyez probablement pas très bien, et en rose en dessous, les femmes. Donc là, on parle du tabagisme quotidien des adultes de 18 à 75 ans sur la période de 2000 à 2017. Donc comme vous voyez, on est resté sur des chiffres qui varient peu, si ce n'est donc la diminution quand même toute récente
qui a été repéré maintenant, qui se produit dans le contexte d'augmentation des prix des paquets de cigarettes, de la mise en place de moissons tabac. Voilà, on sait que toutes ces mesures-là ont eu un impact et ont permis d'obtenir une réduction du nombre de fumeurs. Et voyez simplement que sur la courbe des femmes, on a une diminution qui est un peu moins nette quand même que chez les hommes. Et si on regarde par tranche d'âge, c'est un peu plus intéressant parce que ça nous donne une photographie de ce qui s'est passé au fil des générations en termes de tabagisme. Je pense que vous l'avez entendu, hein, qu'évidemment c'était les hommes qui étaient principalement fumeurs et puis qu'ensuite il y a eu, je dirais, non pas une recherche d'égalité ou de rébellion des femmes. Il ne faut pas négliger qu'il y a eu surtout un marketing extrêmement aussi fort de la part de l'industrie du tabac pour vendre ça aux femmes. Je tournerai peut-être plus comme ça. Donc, ce qui fait que vous voyez sur les générations les plus âgées, les deux courbes qui se rejoignent en fait progressivement. Et sur les générations plus récentes où finalement il y a une distance qui se maintient, où les femmes sont moins dans le fait de rejoindre le niveau de tabagisme des hommes. Petit clin d'œil pour cette fameuse période de marketing intensif de l'industrie du tabac, où en quelques images, on voit vite quelles étaient quand même les cibles entre l'aspect plus femme fatale, l'aspect même être sportive. Enfin, ça a été pour les hommes aussi. Hein, le sport et tabac, ça nous semble un peu fou maintenant, mais ça a été une association forte aussi. Et puis l'idée d'être une femme à l'égal des hommes. Et comme on le verra après, évidemment que tout ça coûte aux femmes le prix d'une certaine mortalité. Avant d'en parler, quelques mots quand même sur les adolescents, parce qu'on parlait plutôt d'une baisse du tabagisme, du fait que les femmes avaient arrêté d'augmenter leur tabagisme et de se rapprocher des hommes. C'est intéressant de regarder ce qui se passe au niveau des adolescents. Là, c'est les chiffres de l'enquête Paquet-Neu de l'OFDT, donc, qui date de 2017. Qui permet de voir les différents niveaux d'usage. C'est intéressant de ne pas regarder que le tabagisme quotidien entre les filles et les garçons, puisque effectivement sur les fumeurs quotidiens, il y a un peu plus du côté des garçons. Mais vous voyez que sur les adolescents, hein, on est plutôt assez proche hein, dans les usages. Et c'est intéressant de voir que sur il y a quand même sur ceux qui n'ont jamais fumé, voilà, on est aussi très proche. Donc vraiment, chez les adolescents, on n'a pas cet écart homme-femme qu'on voit après une fois adulte. Et c'est intéressant aussi de voir l'enquête Aramis, qui est une enquête plus qualitative qui a été faite auprès des 13-18, qui concernait aussi l'alcool, le cannabis, et qui était là plutôt pour observer les représentations qu'ont les adolescents des substances maintenant, quelles sont leurs expérimentations, à quel moment, à quoi c'est associé. Et ce qu'on voit par rapport au tabac, c'est que c'est vrai que c'est vraiment le produit qui a effectivement opéré une dénormalisation. C'est-à-dire que le tabac n'a quand même pas une bonne image, ça reste l'idée d'un truc quand même toxique, qui sent pas bon, enfin, ça n'a pas une très belle image, sauf quand même chez les jeunes filles des milieux défavorisés, et c'est important de le savoir, parce que c'est vraiment un public qui a été beaucoup moins touché par les campagnes et les messages de prévention dans ce domaine. On retrouve aussi dans la littérature, j'en ai cité un, mais des associations pour ce qui concerne le tabagisme des adolescents, assez fort avec la dépression, et notamment du côté du coup des jeunes filles. Aussi sur le poids, on va revenir sur cet aspect-là aussi après. Et donc au regard des chiffres qu'on a vus, évidemment que si on regarde donc l'évolution, je l'évoquais juste avant, de la mortalité, là c'est les graphiques sur la part des décès liés au tabac en France. On est là depuis par contre les années 80, donc c'est pour ça que vous voyez l'évolution chez les femmes. Vous voyez que chez les hommes, alors bon, on se dit pour l'instant il y a encore du boulot, hein, parce que vous voyez que chez les hommes ça n'a quand même pas beaucoup bougé, hein, en quand même maintenant presque 40 ans. Non pardon, ça s'arrête à 2010, là 30 ans. Et chez les femmes, vous voyez qu'on était à quelques pourcents dans les années 80 et qu'on est passé à 15%. Là, c'est les causes de décès, la courbe pleine, si vous ne voyez pas, c'est pour l'âge 35-70 ans. Donc, c'est les décès plus précoces, hein. La courbe qui est pleine, et les pointillés, c'est tout âge, avec les femmes en rose et les hommes en bleu. Donc, vous voyez que pour les femmes jeunes, le poids de cette mortalité est extrêmement coûteux sur 30 années. C'est intéressant aussi de regarder, au-delà des pathologies qui sont liées au tabac, quel est le risque augmenté pour une fumeuse par rapport à une non-fumeuse, quelles sont les pathologies qui vont vraiment ressortir. Et vous voyez que c'est en premier lieu les maladies respiratoires, parce qu'on a un risque relatif à 35 de faire une maladie respiratoire si on est une femme fumeuse. On va voir aussi un petit peu après pourquoi probablement ça ressort de manière aussi importante. Le cancer du poumon, bien sûr. Ensuite, vous avez l'anévrisme aortique, l'ischémie mésentérique,
les cancers des voies aériennes supérieures et ensuite les pathologies coronariennes. Et après, on a des niveaux de risque relatif qui baissent, mais évidemment qu'il y a encore tout un tas de pathologies liées au tabac. Je ne vais pas toutes vous les mettre. Et l'autre point qui est important, c'est que commence à être identifié. Je dis commence parce que c'est quand même pas très très vieux, qu'on cherche à mieux identifier quelles sont les différences dans les conséquences de morbimortalité liées au tabac entre les hommes et les femmes. Et dans les choses qui ont été pour l'instant établies, notamment, c'est que les femmes sont plus sensibles à faire, par exemple, des BPCO. Donc vous allez avoir beaucoup plus de BPCO chez les femmes. Non seulement elles en font plus, mais on a aussi des problématiques de sous-diagnostic. C'est-à-dire qu'on va moins penser à la morbimortalité liée au tabac chez les femmes, alors que là, par exemple, dans ce cas-là, elles seraient tout particulièrement à tester et à dépister de manière le plus précoce possible pour la BPCO. Il y a des problématiques qui vont plus nous parler peut-être directement, comme la perte de densité osseuse, parce que là, il y a une problématique déjà initiale liée aux questions hormonales et qui est renforcée par le tabac. Mais il faut le savoir, c'est renforcé par le tabac. Donc, au-delà de la question hormonale, si une femme est fumeuse, elle va avoir un sur-risque par rapport aux hommes lié à la perte de densité osseuse. Alors, pour illustrer un peu ces différences et pourquoi c'est vraiment un travail qui est probablement intéressant à poursuivre, alors, je vous en parle en tant que psychiatre, je ne vais pas présenter, donc là je me permets de parler de pathologie coronarienne avec toute cette distance du fait que ce n'est pas ma spécialité, mais je ne vais pas rentrer dans des détails très très techniques, c'était juste pour avoir des choses qui illustrent un peu cette idée. Je vous ai mis ce graphique, je trouve qu'il est assez parlant, sur le risque coronaire. C'est un travail sur l'évolution en France entre 2002 et 2008 des hospitalisations liées à une pathologie coronarienne. Et en fait, l'évolution, c'est de voir que on est quand même un pays où il y a eu effectivement un travail de prévention, de messages d'information sur le risque coronarien. Et donc, le but de cette étude était de voir l'impact de ces politiques pour voir si on diminuait du coup le risque coronarien. Et donc, vous voyez en bleu des risques qui se sont négativés. En bleu, c'est les hommes, à toutes les tranches d'âge, puisque la première tranche, c'est 25-34 ans, et ça va jusqu'à la dernière qui est 75-84 ans. Et vous voyez qu'à tous les âges, on a réussi à réduire les besoins en hospitalisation des hommes pour les maladies coronariennes entre 2002 et 2008 grâce à ce travail. Et en rouge, que vous voyez, c'est les femmes. Et je trouve que c'est assez parlant, et c'est ce que disait cet article, c'est-à-dire que les femmes, si elles sont âgées, on va penser à la maladie coronarienne. Une femme jeune, on ne va pas y penser. Et donc, il y a des surdécès, on va dire, chez les femmes jeunes liées à pour la pathologie coronarienne. Alors, ça s'explique, et ça commence à être pas mal illustré maintenant. On sait, par exemple, que les plaques athéromateuses, en fait, vont être différentes chez les hommes et chez les femmes. Alors, si vous voulez, je vous le décris, je me le suis mis un peu en note parce que je n'aurais pas forcément bien retenu sinon. Mais vous allez avoir, par exemple, une plaque lipidique avec un centre nécrotique qui va plutôt provoquer des ruptures de plaques avec éventuellement même des morts subites chez les hommes. Et chez la femme, surtout la femme jeune en préménopause, eh bien, vous avez plutôt des plaques qui vont se composer aussi des cellules musculaires lisses et d'une matrice particulière, mais il n'y a pas de centre nécrotique. Et donc, c'est plutôt qu'il va y avoir des formations de thrombus notamment qui se créent et qui vont eux, créer les emboles. Mais du coup, des plus petits. Et on va parler même d'angor microvasculaires, puisque les hommes vont plutôt faire des pathologies coronariennes des grands troncs, alors que les femmes, ça va plutôt être les petits vaisseaux. Donc ça, c'est sur l'aspect physiopathologique, sachant qu'il y a aussi un rôle hormonal dans tout ça. Les œstrogènes aussi ont des actions particulières par rapport à tout ça. Ce qui fait aussi que, notamment de tout ça, les femmes ne vont pas avoir tout à fait un même impact sur les facteurs de risque identifiés, maintenant pas mal connus, de risque cardiovasculaire. Comme elles n'ont pas tout à fait les mêmes poids des différents facteurs de risque existants, elles ne vont pas avoir les mêmes résultats au score habituellement utilisé pour repérer la gravité de la pathologie coronarienne. Et même plus que ça, en fait, pour les femmes, par exemple, les tests diagnostiques sont moins performants. C'est-à-dire qu'une épreuve d'effort, je n'avais jamais regardé, en fait, une épreuve d'effort pour les femmes, surtout les femmes jeunes, elle va avoir une spécificité, une sensibilité, on n'est qu'entre 60 et 70%. Donc, ce n'est pas exceptionnel. C'est déjà bien, mais on dirait peut mieux faire. En tout cas, on va être obligé pour les femmes, on ne peut pas être certain, en tout cas, d'utiliser ce type d'outils habituellement diagnostiques pour être sûr de ne pas échapper à une pathologie coronarienne et pouvoir faire le dépistage et le diagnostic. Alors, c'est intéressant aussi de se rappeler, bien sûr, que le tabagisme passif, là, je vous ai mis, c'était les chiffres au milieu mondiaux, mais la particularité du tabac de la femme, c'est aussi d'être celles qui sont en premier lieu concernées par le tabagisme passif encore, puisque dans le monde, les femmes restent aux 2 tiers les victimes du tabagisme passif
entre les hommes et les femmes. Je vous l'ai mis sur la même diapo, mais c'est les propos de l'OMS en 2010 qui avait fait un rapport sur femmes et tabac. Donc là, c'était pas que le tabagisme passif, reprenait aussi de manière globale quand même un point qui fait écho à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on a véritablement un besoin en fait de plus d'études sur les conséquences spécifiques du tabagisme concernant les femmes et prenant aussi en compte, il le soulignait, les différentes aussi, non pas que le rapport purement différence homme-femme, mais aussi le fait que les usages du tabac chez la femme ne sont pas forcément les mêmes. Vous allez avoir un peu plus de consommation, notamment non fumée, pour éviter, des fois pour des raisons parfois esthétiques, de ne pas sentir la fumée, des choses comme ça. Donc de tabac à priser, du snus pour les endroits où il y a, qui peuvent être plus féminins que d'autres usages. Et donc ça aussi, évidemment, ça va impacter toutes les conséquences sanitaires qui sont à prendre en compte et éventuellement aussi les stratégies d'aide à l'arrêt. Tout en soulignant que ça restait un secteur pourtant essentiel à travailler que d'arriver à réduire le tabagisme des femmes. Et comme vous l'avez vu et comme je vais poursuivre, c'est important bien sûr parce qu'on pense toujours à la grossesse et c'est aussi ça qui est terrible, c'est-à-dire que les études chez la femme portent en premier lieu sur la grossesse, c'est-à-dire la femme en tant que qui va donner à naissance à un enfant, et sur la femme en tant que femme purement, il y a un déficit, le gap est énorme. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas, en dehors de ce petit passage, de la femme enceinte. Donc sur les particularités des liens avec le tabagisme maintenant, sortie des chiffres et des conséquences sanitaires. La femme aussi, dans son rapport au tabac, on retrouve des différences assez franches. Je n'ai pas forcément tout mis, mais des points clés. Certains, vous les connaissez. C'est toujours bien de les rappeler, notamment l'importance des craintes concernant la prise de poids, qui évolue quand même avec l'âge. Alors, elle évolue avec l'âge de manière un peu étonnante, c'est-à-dire que les jeunes femmes vont exprimer beaucoup plus de craintes liées au poids dans leur lien au tabac. Elles l'expriment moins quand elles sont plus âgées. Par contre, quand il s'agit d'arrêter, c'est les plus âgées qui sont les plus inquiètes au final des prises de poids autour de l'arrêt. Et donc effectivement, il y a au plus de toute façon et de fait un usage, c'est pas que la crainte à l'arrêt, c'est qu'il y a un usage du tabac pour le contrôle du poids qui est repéré ça traverse les pays. Et également, ce qu'on retrouve aussi, c'est bien sûr le fait de s'appuyer sur le tabac pour la gestion émotionnelle, la gestion du stress. Beaucoup plus fréquent chez les femmes. Et pour aller au-delà de ça, il y a une association plus forte concernant les femmes entre dépression et tabagisme. Ce qui entraîne plus de difficultés à arrêter parce qu'il y a souvent des antécédents aussi d'états dépressifs ou de réapparition de symptomatologie dépressive lors des essais d'arrêt du tabac, surtout quand elles l'ont fait seules. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, d'anticipation lorsqu'il s'agit de réessayer. Alors, sur des particularités aussi socio-démographiques qui sont importantes à avoir en tête dans les prises en charge qu'on va proposer, puisque la prise en charge restera bien sûr globale et doit pouvoir prendre en compte aussi l'aspect psychosocial. C'est intéressant de voir que sur les statistiques qu'on donne entre tabagisme et catégories socio-professionnelles, les chiffres en France montrent que, par exemple, chez la femme, le variant est en fait beaucoup plus faible. C'est-à-dire que chez les hommes, vous avez une grosse différence entre les cadres, les artisans, les ouvriers. Plus vous avez une CSP+, c'est quand même plus il y a une réduction plutôt du tabagisme. Chez les femmes, les variations ne sont pas très franches, en fait. Et on pourrait quasiment dire que l'ouvrière fume autant que la cadre. Je caricature un peu, il y a des petites différences, mais vraiment, on n'est pas dans les mêmes variants. Ce qui ressort plus et ce qui ressort moins chez les hommes, c'est le variant sur la situation familiale. Là, il y a une nette augmentation du tabagisme si la femme est seule avec enfant, donc en contexte de famille monoparentale, ce qui impacte moins les hommes. Oui, mais même relativement, bien sûr que du coup la cohorte est plus importante, on est d'accord. Mais donc ça fait interroger des sociologues sur est-ce qu'on est encore une société pour laquelle le premier espace de l'homme c'est le travail et le premier espace de la femme c'est le foyer. Bon, est-ce qu'on parle de deux situations de rupture, parce que je parlais des ouvriers, mais évidemment c'est les chômeurs qui fument plus quand il y a même évidemment une absence de travail, et qu'effectivement on ne trouve pas cette différence-là du côté des femmes par contre. Et puis l'autre chose qui va se passer, c'est l'action de la dynamique du couple. On observe pour les études qui ont été regarder un petit peu les dynamiques, c'est que le plus souvent, les hommes vont bénéficier des demandes d'arrêt que vont leur faire leurs femmes. On ne dit pas au bout de combien de fois, mais ils finissent par en bénéficier. Et puis souvent, il y a une certaine qualité de soutien qui est proposée par la compagne.
et qui est au bénéfice, bien sûr, de la démarche de réduction et d'arrêt. L'inverse n'est pas vrai. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que c'est uniquement dans l'idée que les hommes soutiennent absolument pas ou ne demandent pas aux femmes d'arrêter, mais c'est probablement bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est quand même probablement moins présent de la part des hommes, moins fort, mais aussi moins bien reçu de la part des femmes. C'est-à-dire que le fait de se faire dire « il faudrait que tu arrêtes de fumer », etc., va être moins perçu comme étant dit par bienveillance de la part du conjoint chez les femmes que chez les hommes. C'est des hypothèses, je vous les soumets, mais ça pour dire que ce n'est pas forcément que de dire qu'il n'y a pas de soutien du côté des hommes, mais aussi comment une femme peut le voir. Parce que quand les sociologues qui évoquent ça, l'évoquent aussi pour parler de la honte qui peut être plus forte chez les femmes d'être fumeuses et de ne pas arriver à arrêter de fumer, alors notamment quand il y a une vie familiale et des enfants, etc. Et que donc se faire répéter « il faudrait arrêter » ne fait que dire « je ne l'ai toujours pas fait, je n'y arrive pas ». Voilà, dans cette idée-là. Alors, du coup, en résumé sur ces quelques points, je voulais juste souligner que dans ce qu'on a évoqué, quelques idées fortes. Donc, de dire que oui, il y a des différences hommes-femmes dans les rapports au tabac, au tabagisme, dans les conséquences sanitaires du tabagisme, même hors la question de grossesse et maternité, et dans les freins pour se lancer dans la question de la réduction ou de l'arrêt du tabac, notamment autour des questions de poids, de troubles de l'humeur et des aspects émotionnels et de stress. Et puis, ce qu'on soulignait juste avant aussi, plutôt du coup un appel à se dire qu'il nous faudrait des travaux donc supplémentaires à différents niveaux pour pouvoir proposer, c'est ce sur quoi insistait aussi l'OMS, des programmes aussi un peu mieux adaptés aux femmes. Et je finissais sur un article de Bottorff que j'avais trouvé intéressant qui soulignait aussi que dans le peu d'études qu'il y a déjà pour faire les différences, alors le peu étant donné l'ensemble des études qui existent sur le tabac, c'est pas qu'il y en a c'est pas qu'il y en a juste une poignée, il y en a quand même plus, mais il y en a quand même moins de manière relative. Lui, il évoquait aussi qu'il fallait aller un peu plus loin que dans la différence homme-femme seule et d'introduire la question du genre, dans sa dimension à la fois certes biologique, du coup, mais aussi sociologique, et que ce serait bien d'y penser dès maintenant si on met en place des travaux dans ce domaine. Voilà, donc je vous soumets aussi sa réflexion pour conclure cette intervention. Merci Alice. Alors, est-ce qu'il y a une question ou deux tout de suite, ou on fait un complément d'exposé avec Anne, comme c'était annoncé? Oui, non, on continue? Bon, Anne, toi, tu veux qu'on change l'ordinateur ou c'est... Non, c'est bon. Non, c'est pas la peine. On fait comme ça, d'accord. Super. Ok. Merci. Voilà. Voilà, tout est en place, formidable. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne Stemner-Delbach, je suis médecin addictologue et tabacologue à l'Institut du cancer de Montpellier que vous voyez là à l'écran, et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui après un périple avionesque très enrichissant. Donc, en lien d'intérêt, évidemment, comme ça fait quand même des décennies que je travaille dans ce domaine, en effet, j'ai travaillé pour un certain nombre de structures, que ce soit des laboratoires ou des instituts d'État. Et donc, j'ai des liens avec l'INCa, la DGS et d'autres, et aussi avec éventuellement des labos. Pour faire suite aux éléments d'Alice, je vous propose maintenant de faire un point sur les traitements et voir ce qui se passe en termes d'arrêt du tabac chez les femmes. Le constat qui est à peu près mondial, c'est que les femmes ont beaucoup plus de difficultés pour réussir un sevrage, que ce soit seule ou avec aide. Donc sur cette diapositive, vous avez des exemples d'études. Il y en a une foultitude d'autres, mais elles tendent toutes à montrer la même chose, à savoir que les taux d'arrêt chez les hommes sont plus élevés que les taux d'arrêt chez les femmes, que la démarche soit faite seule ou avec des traitements. Et suivant les études, en gros, on dit que les hommes ont 21% à 31% de chances de plus d'arrêter que les femmes. Donc pourquoi cette situation? Pourquoi cet écart?
Une des premières hypothèses, ça pourrait être que finalement les traitements qui sont validés et efficaces, ces traitements-là ont une efficacité qui serait différente suivant le sexe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant pour les 4 traitements qui sont validés et recommandés en France. Du côté des TCC, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées. Vous avez ici 3 études qui avaient été identifiées et référencées par le docteur Peffer, et qui est tabacologue, et qui montrent que globalement, concernant les TCC, on ne met pas vraiment en évidence de différence d'efficacité à moyen terme, 6 mois, ou un petit peu plus loin, à plus long terme. Par contre, lorsque l'on regarde les études concernant les substituts nicotiniques et que l'on étudie attentivement ce qui se passe pour les femmes, on se rend compte qu'il se passe un certain nombre de choses. Tout d'abord, bien sûr, les substituts nicotiniques sont efficaces dans les 2 sexes et donc augmentent les chances de sevrage à court terme, à 3 mois, à 6 mois. Mais, surprise, à 1 an, on n'observe plus d'efficacité significative des substituts nicotiniques chez les femmes. Et là, vous avez une méta-analyse de Cepeda Benito qui, l'objectif, comme vous voyez l'odd ratio sur la gauche, il comprend le 1 et donc l'odd ratio est non significativement différent de 1. Ça veut dire que dans cette méta-analyse, on n'observe plus d'efficacité des substituts nicotiniques à 1 an. On a une bonne efficacité des substituts nicotiniques chez les femmes dans les premiers mois et tout d'un coup, patatras, à 12 mois, on n'a plus rien. Cette méta-analyse de Cepeda, en fait, avait pris plus de 21 études qui prenaient tous les substituts. Quand on prend le travail de Munafo, qui a été publié la même année, avec seulement 11 études ciblées sur les patchs, on observe encore quelque chose de différent, à savoir que, toujours pareil, les substituts nicotiniques sont efficaces chez la femme, sont efficaces chez les hommes, et il n'y a pas de différence vraiment d'efficacité entre les hommes et les femmes à 6 mois et 12 mois. Ce qui pourrait paraître un petit peu interrogeant par rapport à la méta-analyse précédente. Et donc, il a fallu attendre 4 ans supplémentaires pour avoir une nouvelle méta-analyse de Perkins, qui, elle, a pris 14 études et qui a concerné 6250 fumeurs, pour montrer qu'en gros, les hommes avaient 40% de chances de plus d'arrêter de fumer avec les substituts nicotiniques que les femmes à 6 mois. Donc, il semble bien qu'il y ait une différence d'efficacité des substituts nicotiniques chez les femmes et chez les hommes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces différences? Peut-être un des éléments pourrait être la préférence des femmes pour certains substituts plutôt que pour d'autres. Et ça, c'est Robert West qui a fait une étude ouverte auprès de 504 personnes et qui montre que finalement, entre les hommes et les femmes, il y a des souhaits de sevrage avec finalement, éventuellement, des substituts nicotiniques différents. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez du coup, non, ça ne marche pas. Donc, dans le graphe de gauche, vous voyez que les femmes, finalement, auraient plus d'intérêt pour l'inhaleur et les patchs. Donc, ce n'est pas des études en France, hein, je n'ai pas trouvé d'équivalent en France. Et de ce fait, lorsqu'on regarde les taux d'arrêt à 15 semaines, on se rend compte que les femmes vont avoir des résultats bien plus intéressants avec l'inhaleur que les hommes. Donc on pourrait se poser la question, les substituts nicotiniques sont efficaces dans les 2 sexes, mais pas avec la même amplitude. Faut-il faire un travail sur le type de substitut à apporter et tenir compte des préférences pour augmenter leur efficacité?
En termes d'autres traitements concernant le bupropion, là aussi, on va observer exactement la même chose qu'avec les substituts, à savoir que le bupropion va marcher moins bien, et c'est significatif, chez les femmes que chez les hommes. Et là encore, on va être dans des ordres de 21%, 30%. Donc évidemment, dans les deux cas, le médicament est efficace, mais il sera plus efficace chez les hommes que chez les femmes. Par contre, lorsqu'il est utilisé pour la prévention des rechutes, c'est-à-dire une fois un sevrage acquis, il n'y a pas de différence d'efficacité sur le long terme, c'est-à-dire que la personne soit homme ou femme, le bupropion permet de continuer le sevrage et d'éviter la reprise. Maintenant, voyons ce qui se passe pour la varénicline, donc le Champix. Les premières études qui ont été un peu genrées n'ont pas montré, c'était dans le début des années 2000, n'ont pas vraiment montré de différence significative entre les hommes et les femmes. Donc on observait toujours des très bons taux d'abstinence continue à 12 semaines. Et comme vous le voyez, les chances de réussite étaient importantes. Il a fallu attendre une méta-analyse de McKee qui a repris 16 études concernant la varénicline et donc qui a concerné 6710 fumeurs, avec seulement quand même un tiers des femmes, hein, comme le notait Alice tout à l'heure, très peu de femmes dans certains essais. Mais il a fallu l'étude de McKee et collaborateurs pour se rendre compte que le Champix, la varénicline, semblait avoir une efficacité qui se distinguait des autres traitements, à savoir que, contrairement à tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, le Champix était plus efficace chez les femmes que chez les hommes. Et vous le voyez surtout pour l'abstinence continue, qui sont les 3 graphes de droite. Et vous voyez qu'à 12 semaines et à 24 semaines, ce qui correspond à 6 mois, vous avez une efficacité de la varénicline qui est très supérieure et significativement valable chez les femmes par rapport aux hommes. L'efficacité à 1 an est identique et ça aussi c'est un résultat puisque vous avez vu qu'avec les autres traitements, les hommes avaient toujours plus d'efficacité que les femmes. Donc là, à 1 an, il reste une efficacité et il n'y a pas de différence entre les sexes. Donc, pourquoi peut-on observer tout cela? Peut-être parce que les effets secondaires des traitements sont vécus différemment suivant le sexe. Et c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que globalement, les femmes vont percevoir beaucoup plus les effets secondaires des traitements que les hommes. Vous avez à l'écran un exemple des travaux d'Evans qui montre à la fois, donc le premier graphe, ce sont les nausées, donc les courbes supérieures sont celles des femmes et les courbes inférieures sont celles des hommes. Donc que ce soit les nausées, les vertiges, la fatigue, le trouble de concentration, vous avez des différences significatives avec un ressenti, puisque c'était des échelles visuelles analogiques, des ressentis bien plus importants chez les femmes que chez les hommes. On observe un peu la même tendance avec la varénicline, à savoir que les femmes, en gros, ressentent de façon beaucoup plus fréquente les nausées. L'amplitude de ces nausées va diminuer avec le temps et sur le graphe, donc les barres claires ce sont les femmes, les barres foncées ce sont les hommes. Vous voyez la différence qu'il y a entre la prévalence des nausées suivant les sexes. Ce sont des faits que l'on a du mal encore à expliquer d'un point de vue physiologique. Ce qui fait que, compte tenu de tous ces éléments, est-ce qu'il existerait des traitements à privilégier chez les femmes? Comment le faire? Y aurait-il à combiner les traitements, à hiérarchiser, voire à explorer d'autres pistes?
Ce qui est sûr, c'est que les femmes sont gagnantes lorsqu'il y a une association des traitements, parce que l'association des traitements va réduire cet écart entre les hommes et les femmes. Et vous le verrez plus particulièrement donc, dans les 2 dernières barres à droite, où il y a eu une association de patchs avec des formes orales. Et vous voyez que la barre grisée qui correspond aux femmes remonte et touche presque le niveau des hommes, alors que lorsque les substituts étaient pris seuls, vous aviez les résultats tout à fait à gauche, avec une différence très nette entre les hommes et les femmes. Donc la combinaison des traitements est intéressante. Les 2 barres d'avant, toujours sur la droite, correspondent à l'association de bupropion avec les substituts nicotiniques. Lorsque l'on compare tous les traitements, chacun par rapport à des placebos, ce qu'a fait Smith et qu'il a publié en 2017 dans une méta-analyse en reprenant 28 essais randomisés, mais Smith a montré, et je crois que ce graphique est parlant, à quel point la varénicline avait un effet différent chez la femme par rapport à l'homme. Donc les femmes, ce sont les 3 barres de gauche, les hommes, les 3 barres du milieu, et les 3 barres de droite, ce sont la combinaison des 2. En fait, il y a, par rapport à des placebos, la varénicline par rapport au placebo est très supérieure au bupropion versus placebo ou au substitut nicotinique versus placebo, et ça particulièrement chez la femme. Il n'y a pas de différence significative chez les hommes entre ces 3 traitements. Lorsque l'on compare les traitements entre eux, puisque la diapositive précédente, c'était une présentation par rapport au placebo. Lorsque l'on compare les traitements entre eux, là encore, on observe chez la femme une dynamique totalement originale, puisque la varénicline est supérieure au substitut nicotinique, la varénicline est supérieure au bupropion, et ce sont des résultats que l'on n'observe pas chez les hommes. Donc il semble bien que la varénicline ait une efficacité chez la femme tout à fait particulière et se dégage du lot, ce qui n'est pas observé chez l'homme. D'autres éléments sont à l'étude, et je vous avais parlé tout à l'heure des préférences des femmes. Là, c'est un travail d'Ether qui est suisse et qui analyse des données à partir de questionnaires sur Internet, et qui montrait que les femmes avaient des souhaits d'engagement dans l'arrêt du tabac qui pouvaient être propres à leur dynamique, et donc que les femmes préféraient une réduction progressive qu'un arrêt brutal. Et donc ça, c'est sans doute un élément à prendre en compte et à développer. Il y a d'autres pistes qui sont à l'étude, et certaines ont été publiées, mais pour l'instant, certains articles ont une méthode un peu faible, mais globalement, la tendance est à préparer le sevrage avec éventuellement des substituts nicotiniques ou un traitement, pour ensuite, après, ajouter un autre traitement qui serait celui du sevrage en lui-même. Donc il y a des évolutions. Il y a aussi, bien sûr, les tests des combinaisons associées des substituts nicotiniques à la varénicline ou autre. Ça, c'est à voir. Donc, en conclusion, chez la femme, on peut vraiment dire que le degré d'efficacité des traitements est très différent de l'efficacité observée chez l'homme. On observe une hiérarchie que l'on note pas chez l'homme, et cette hiérarchie vraiment met en première ligne la varénicline, qui apparaît dans les études et les méta-analyses très supérieure pour la femme au substitut nicotinique ou au bupropion. Il semble bien que la combinaison de plusieurs traitements correspond à des pistes intéressantes,
Et globalement, ces traitements sont un peu plus mal tolérés que chez l'homme. Alors, faut-il plaider pour vraiment une prise en charge personnalisée selon les sexes? Oui, non, peut-être. Je vous donnerai à vous le mot de la conclusion. Merci. Je vous remercie. Merci Anne. Donc là, on peut quand même poser quelques questions dans la salle d'abord, et puis si vous en avez, soit Anne, Alice, oui. Voilà un micro, vous vous présentez. Oui, bonjour, moi je suis médecin addictologue dans le 47. Ma question, c'est est-ce que beaucoup de tabacologues, d'addictologues prescrivent encore le bupropion? Moi, je l'ai laissé de côté, comme vous en parlez beaucoup dans votre présentation. Voilà. En effet, il y a des grandes différences de prescription à travers le monde et le bupropion est encore très utilisé outre-Atlantique. En France, c'est un médicament mineur et qui ne rentre pas dans les remboursements. Donc, voilà. Qui d'autre? Devant. Micro. Bonjour, je m'appelle Aubry, je viens de La Rochelle. Je voulais simplement vous poser la question, mais j'ai cru entendre que le cancer du sein, le tabac était incriminé également dans le cancer du sein. Vous n'en parlez pas. Je voulais savoir si c'était une réalité ou si c'était un fantasme. Bon. Donc, je travaille en cancérologie, alors elle me dit de répondre. Oui, le tabac est un facteur de risque à lui seul de cancer du sein, d'autant plus pour les formes jeunes. Vas-y. Si je ne l'ai pas cité, parce que je vous ai juste mis les pathologies qui avaient le risque relatif indifférentiel le plus élevé entre fumeuses et non fumeuses. Mais la liste, il y en a, après, je vous en ai mis 6, la liste, il y en a une trentaine au moins de pathologies qui sont majorées par le tabac, chez la femme et puis chez l'homme en général. Donc le cancer du sein arrive un peu plus loin, effectivement. Je vais m'arrêter juste un petit ajout, j'en profite parce que j'y pensais en préparant les slides, j'ai oublié juste de vous en parler, pour refaire juste un pont entre d'avoir évoqué le marketing de l'industrie du tabac qui a eu lieu dans les années 50 et qui a perduré pendant plusieurs décennies en destination de la femme. Et j'ai peut-être laissé sous-entendre que du coup il ne fonctionnait plus, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus la publicité liée au tabac, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, il faut savoir que l'industrie du tabac s'est emparée par contre des réseaux sociaux et notamment des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font du placement de produits. Et donc ça peut relier avec le phénomène chez les jeunes filles adolescentes et le fait que chez elles soient moins dans une dénormalisation du tabac, puisqu'on a actuellement ce phénomène-là en termes d'attaque marketing de l'industrie du tabac auprès des jeunes. Voilà, petit ajout au passage. Oui. C'est décrit, il y a déjà des études dans les années 90, même avant, qui montraient déjà ça, et ça reste prégnant. Qu'en est-il du sevrage tabagique chez la femme enceinte? On a dit qu'on ne voulait pas en parler. Par rapport à quoi? Alors, les possibilités thérapeutiques, TCC, je pense en premier, ensuite les substituts nicotiniques, puisque on n'a pas l'autorisation d'utiliser le Champix. Oui, alors on n'est pas dans la prise en charge genrée, c'était juste... Est-ce qu'il y avait des nouveautés par rapport aussi à la prise en charge du conjoint fumeur? Il y a par rapport au Champix, il y a un papier qui est sorti cet été sur l'utilisation du Champix chez des femmes enceintes. Donc, si tu veux, je te donnerai... il fait un état des lieux, mais je rappelle, ce n'est pas dans les recommandations et il n'est pas recommandé chez la femme enceinte en France, mais il y a un papier qui a étudié justement ce qui se passait si c'était utilisé et qui est très récent. Ça, c'est le premier point. Concernant les partenaires, c'est une vraie piste de recherche. Après, Cathy voudra peut-être en parler parce que ça va être dans sa présentation.
manque de soutien parfois de la famille, de l'environnement. Et beaucoup de stress, de ne pas savoir s'occuper correctement de son enfant. Donc tout ça fait que c'est compliqué et elles recraquent pour avoir leur moment à elles, pour se retrouver. Donc il y a beaucoup de choses à préparer en amont, mais pour l'instant, pour avoir fait une revue de la littérature, c'est compliqué aussi sur du long terme. Par rapport aux substituts nicotiniques, j'aimerais insister sur le fait que, bien sûr, ils sont efficaces, et chez la femme aussi. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les protocoles, à ce jour, je n'ai pas vu un protocole qui signalait qu'il avait un algorithme d'augmentation de la dose selon que la femme prenait un contraceptif oral, selon que la femme était en gestation, enfin enceinte. Donc, à ma connaissance, il y a eu beaucoup de protocoles sur les substituts nicotiniques, mais ils étaient calqués sur des doses de nicotine d'hommes. Or, le métabolisme est différent. Donc, forcément, les femmes qui étaient dans ces essais avaient des risques d'être en manque beaucoup plus que les hommes. Et donc, peut-être aussi, du coup, de ne pas arriver à arrêter de fumer. C'est vraiment problématique. En préparant, au-delà même des contraceptifs, il y avait le cycle menstruel qui impactait aussi la métabolisation. Enfin, donc, la vie hormonale de la femme fait aussi que ça fait varier également l'efficacité du coup des traitements, et puis peut-être aussi d'ailleurs les effets secondaires probablement. Oui, et chez la femme, une fois on avait fait ce calcul-là, enfin on avait regardé entre un syndrome prémenstruel marqué et un syndrome de sevrage, il y a 40 signes cliniques identiques. Donc si certaines femmes ont un syndrome prémenstruel très marqué et qu'elles initient un sevrage à ce moment-là et qu'elles sont sous-dosées en substituts nicotiniques, je pense qu'on ne les met pas dans des situations de réussite. Oui, juste pour ajouter, il y a une étude ancienne de M. Lagru, notre maître à tous, qui disait que l'arrêt du tabac était plus difficile chez les femmes parce qu'il y avait plus de dépression sur la vie entière chez les femmes, ce qu'a dit Alice. Les troubles anxieux étaient plus fréquents chez les femmes, notamment le trouble anxieux généralisé et la phobie sociale. Il y avait le syndrome prémenstruel également et les problèmes de poids. C'était les 4 raisons que disait M. Lagru à l'époque. On n'en finit plus. Allez-y, hein. Oui, posez votre question. Bonsoir, merci pour cette présentation. Alaoui, je suis de Bordeaux. J'ai un petit souci dans la prise en charge des femmes hospitalisées qui ont des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, qui ont des cures d'Élomédine. Et bien sûr, nous, on bataille. Moi, je vois le côté purement addictologique. Je préfère des patchs à une cigarette. Et bien sûr, les vasculaires et les cardios disent que c'est contre-indiqué pendant leur cure d'Élomédine. Alors, je voudrais savoir s'il y a... Bon, le problème se pose aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais est-ce que pour les femmes, est-ce qu'il y a une stratégie ou en fait une balance risque-bénéfice qui fait que on peut utiliser les patchs malgré la vasoconstriction inhérente à l'utilisation de patchs. Et juste une deuxième petite chose, si vous pouviez afficher votre dernière diapo, parce que merci. Alors pour répondre, de toute façon, ça rejoint le principe addicto, c'est-à-dire qu'il vaut mieux un patch qu'une cigarette, parce qu'une cigarette fait un pic de nicotine, donc c'est là que vous allez avoir un effet, favoriser des effets vasoconstricteurs, alors que quand vous maintenez un taux de nicotine à peu près constant à l'aide d'un patch, en fait vous minimisez ces variations-là. Donc il n'y a aucune raison de préférer que quelqu'un maintienne son tabagisme, surtout si de toute façon, effectivement, il ne va pas arrêter de fumer s'il n'a pas de patch ou quelque chose pour l'aider à compenser. Donc les bénéfices, que ce soit pour la chirurgie, parce que c'est pas maintenant sans raison qu'on patche directement quelqu'un qui fait un infarct, qui vient de faire un infarct. On n'attend pas une semaine de voir si il arrête de vasoconstricter avant de lui mettre maintenant. Même la varénicline, maintenant c'est assez rapidement, très rapidement donné également.
Et sur la chirurgie aussi, c'est bien démontré, largement démontré, pareil, sur la cicatrisation, etc., que non, il vaut mieux toujours ne pas fumer. Voilà. Votre conclusion, s'il vous plaît. Merci. Sinon, mes collègues ne vont jamais pouvoir vous parler. Après. Dernière question, puis on passe oui, après. Ce n'est pas une question, juste pour dire qu'à Bordeaux, il y a un centre qui opère pour refaire la reconstruction mammaire, a priori avec une technique où il y a de la vascularisation, et qui a exigé qu'une patiente dépressive arrête ses patchs avec analyse d'urine à l'appui. Et aucune réponse, j'ai appelé 3 fois, et la patiente a quand même décompensé. Bien sûr. Alors ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est malheureusement un propos, c'est pour ça que je parle aussi de chirurgie, parce qu'on a des retours comme vous avez. Il faut savoir que la SFAR, et des fois on peut peut-être les brancher sur la Société française, parce que en tant qu'addictologue ou tabacologue, effectivement on a un problème toujours, on nous écoute moins, ça fait moins scientifique quand c'est nous qui le disons. Alors il se trouve que la Société d'anesthésie a fait des guidelines à ce sujet où ils reprennent très bien le fait que non, la priorité c'est pas de tabac, la substitution pour pas mettre les patients en difficulté et que ça ne va pas biaiser du tout l'efficacité de la chirurgie et les complications post-chirurgicales que d'être sous substitution nicotinique. Donc éventuellement ça peut être en dehors de rechercher les pieds. Bon, il y a les références, hein, donc le travail a déjà été fait. Donc, sur le site de la SFAR, normalement vous avez les recommandations que vous pouvez reprendre et adresser aux collègues. Mais surtout en chirurgie esthétique et plastique, on a beaucoup de retours de différentes villes avec la même problématique. Hein. Bien. Donc on va peut-être... il y avait encore une question. Non, bon, on va avancer alors. Effectivement, on va passer à la communication de Cathy Meyer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Alors, on se posait la question d'évaluation et des outils d'évaluation. Est-ce qu'ils étaient adaptés ou pas? Il y a une question qu'il ne faut pas oublier de poser. Maintenant, c'est effectivement la consommation de cannabis en même temps que la consommation de tabac, notamment chez les femmes. Parce que je ne suis pas sûr qu'on pose aussi facilement la question. Peut-être à un garçon, c'est plus facile. C'est une question que je vais te poser en démarrant. Et puis, on va aborder donc effectivement la grossesse. Et puis donc, tabac, cannabis et grossesse. Voilà. Et là, si la question est posée, c'est souvent « Oh, ben, vous ne fumez pas de joint, vous ne buvez pas d'alcool, bien sûr. » Donc, on ne peut pas répondre. La femme est coincée. Voilà, la femme est coincée. Ça, c'est le risque. Donc, je suis Cathy Meyer, je suis sage-femme tabacologue. J'ai aussi un DU de périnatalité et addiction. Et je suis sur Pau et administratrice à la SFT. Donc, merci Didier et son équipe de m'avoir permis de faire cette présentation. Alors, pourquoi cannabis et grossesse? Parce que c'est la drogue illicite la plus utilisée pendant la grossesse et les spécialistes craignent maintenant une augmentation de la prévalence du fait de la législation qui s'étend de plus en plus dans les États et les pays, de l'utilisation thérapeutique qui est plus largement proposée suivant les territoires. Et on observe même des prescriptions selon les équipes, par exemple les Canadiens, pendant la grossesse, même au premier trimestre de grossesse, pour des nausées, l'insomnie, l'anxiété, vomissements, etc. Le risque que je vois par là, c'est le fait que ça devienne légal peut être synonyme pour les femmes que c'est sécure et qu'il n'y a pas de souci, qu'on peut l'utiliser même pendant la grossesse. Ça, c'est une grosse problématique. La deuxième problématique, c'est la pauvreté des données. On ne connaît pas les effets suivant les doses. On n'a pas de marqueurs spécifiques quantitatifs non plus pour évaluer. La pharmacocinétique pendant la grossesse commence à être un peu connue, mais on a beaucoup de zones d'ombre. Il est très difficile de faire le distinguo des autres consommations parce qu'il y a souvent le tabac associé, parfois l'alcool, parfois d'autres choses. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que toutes les études qui ont été faites ultérieurement étaient faites avec du cannabis qui avait une concentration éventuellement de 5% dans les années 60-70 et que maintenant on peut avoir des concentrations à 30% et donc les effets ne sont sûrement pas les mêmes non plus. Donc c'est important maintenant d'évaluer l'exposition prénatale et d'avoir des messages de santé qui soient clairs aussi pour informer les patientes.
Alors, depuis à peu près 5 ans, il y a une explosion de publications. Donc, l'étude de la littérature n'est pas exhaustive parce que vraiment, il y avait vraiment beaucoup de choses. Alors, juste pour donner une notion d'épidémiologie, donc suivant les chiffres obtenus par des sources françaises, on n'observe pas une réelle augmentation de la prévalence pendant la grossesse, mais il faut se méfier des biais déclaratifs. D'abord, la peur du placement de l'enfant, la désirabilité sociale. Le mode de repérage, comme Didier le disait, il n'est pas toujours bien fait, donc on passe à travers. Et puis, les études sont la plupart du temps rétrospectives, si bien qu'il y a un biais aussi de mémorisation, et il y a encore d'autres biais. Alors, j'ai repris 2 études américaines, une de Brown en 2016 qui note l'évolution chez les femmes, alors je ne sais pas si vous voyez bien, non enceintes. La prévalence chez les femmes non enceintes est croissante. Chez les femmes enceintes, elle croît de façon moindre, mais elle croît quand même. Et dans l'étude de Volkov, entre 2002 et 2017, on passe de 3,4% à 7% de prévalence, avec bien sûr des biais et du sous-déclaratif. Alors, la prévalence aux USA a diminué pour toutes les drogues, mais par rapport au cannabis, on remarque une augmentation de 62% dans le mois qui précède la découverte de la grossesse, entre 2002 et 2014. Donc, c'est quand même une énorme augmentation. À savoir que, suivant les études, dans celle de Brown, on a 35% d'usagères régulières à l'annonce de la grossesse, 34% d'entre elles vont continuer. Celles qui pensent que c'est à risque de poursuivre, que c'est à risque pour la santé du bébé, vont avoir plus de chances d'arrêter, versus celles qui pensent que ça ne pose pas de souci pour la santé. C'est largement significatif. Et ECO pense que 18% des femmes qui poursuivent pendant la grossesse sont des usagères quotidiennes qui ont des problèmes d'abus de dépendance. Et pour citer un exemple tiré d'une autre étude, 60% des femmes qui fumaient 21 joints par semaine dans le mois précédent la découverte de la grossesse continuent de fumer plus de 10 joints par semaine. Globalement, quand même, ce sont des patientes qui vont réduire leur consommation au cours de la grossesse. Mais le fait d'avoir un conjoint consommateur, exactement comme pour le tabac, est un plus fort facteur de risque de poursuite pendant la grossesse. Et comme pour le tabac, on retrouve une reprise énorme en postpartum, et la reprise, elle est très rapide, puisqu'il y en a 41% qui ont déjà repris dans les 3 mois. Une étude montre une augmentation de l'usage du cannabis au premier trimestre de grossesse qui est beaucoup plus importante entre 2002 et 2014. On était à 5,7% en 2002 et on est passé à 12,1% en 2014. Et suivant la même étude de Volkov, on a l'usage du cannabis médical qui n'est que de 0,5% des usages actuellement, mais c'est susceptible de changer. Alors, les caractéristiques des consommatrices, tout ce qui est vulnérabilité médico-psychosociale sont retrouvées. Donc, des femmes plus à risque, ce sont les jeunes, les primipares, les femmes qui vivent seules, qui n'ont pas fait trop d'études, qui sont au chômage. Et il faut savoir que c'est associé, c'est un indice, cette poursuite de consommation, c'est un indice de souffrance psychologique. Et on retrouve des antécédents de dépression, de tentatives de suicide et beaucoup de violences. Et souvent, le cannabis est utilisé pour supporter la violence passée ou actuelle. Et il y a des associations fréquentes avec d'autres produits comme le tabac et l'alcool. Alors, les pensées des femmes, mais aussi des professionnels. Donc, on retrouve beaucoup de pensées que j'ai tirées de la littérature. Les femmes qui disent que c'est naturel, c'est de l'herbe, donc ça ne peut pas faire de mal. C'est vegan en plus, et c'est bon pour les nausées. 70% des femmes pensent qu'une à 2 fois par semaine, ce n'est pas dangereux. Dans une autre étude qui a comparé les pensées des femmes entre 2005 et 2015, eh bien en 2005, on avait 4,6% des femmes qui pensaient qu'une consommation régulière pendant la grossesse était sans danger. Et maintenant, on est à 19% des femmes qui pensent que c'est sans danger. Donc il y a une évolution de la perception du risque dans le temps.
Et maintenant, 10% des femmes enceintes en prendraient plus facilement si c'était légalisé, et 62% augmenteraient leur consommation. Voilà, donc c'est quand même des choses qui interpellent. Et ces patientes vont chercher leurs infos plutôt chez leurs amis ou sur Internet plutôt qu'auprès de professionnels de santé. Et quand elles vont voir les dispensaires, 69% des dispensaires de cannabis du Colorado le recommandent pour des nausées, l'anxiété, etc. Et 83% des professionnels de santé suite à leur expérience personnelle et non pas selon les revues de littérature. Voilà, donc tout ça, c'est quand même un peu choquant. Par contre, la première motivation d'arrêt pour celles qui vont arrêter, c'est la santé de leur bébé. Pour celles qui n'arrêtent pas, c'est le prix. Alors, les différences hommes-femmes, on en a parlé tout à l'heure. Le craving est beaucoup plus intense chez les femmes. Les femmes rapportent plus d'effets subjectifs que les hommes à consommation égale. Donc, ça va être plus compliqué aussi à gérer, à prendre en charge. Chez les femmes et les hommes à consommation égale, les femmes vont avoir des troubles de l'usage plus précoces. Et ce qui est important, c'est la fonction du produit qui est différente pour les femmes. Et souvent, les femmes l'utilisent pour les violences subies et elles sont plus vulnérables par rapport à la reprise. Et il y a aussi l'impact sur la fonction endocrine et la fonction de reproduction. Alors, les mécanismes d'action, je vais peut-être faire bref. Donc, on sait qu'il y a plus de 100 produits. Le THC, vous le savez, c'est le plus psychoactif et qui affecte le contrôle moteur et la mémoire. Et vous avez aussi le cannabidiol, cannabinol qui influence le système nerveux et qui sont en synergie avec le THC. Donc, il y a un passage transplacentaire du THC qui est très soluble et qui est très rapide et qui va s'accumuler dans les tissus du cerveau fœtal. Et ce qui est embêtant, c'est que la demi-vie est assez longue, elle est d'environ 6 jours, donc une exposition du fœtus qui va être longue. Le taux de monoxyde de carbone est plus élevé qu'avec du tabac tout seul. Voilà. Et à savoir que le fœtus a déjà son système endocannabinoïde présent à J16 de la grossesse, c'est-à-dire qu'il faut être quand même assez vigilant sur un impact du premier trimestre. Alors, les mécanismes d'action, les récepteurs CB1 sont abondamment exprimés dans les neurones et les cellules gliales, entraînant la libération de glutamate et de GABA, modifiant les proliférations, migrations et différenciations neuronales, affectant les cellules de la périphérie telles que les cellules de la reproduction et vont interférer aussi sur les effets psychoactifs. Les récepteurs CB2 vont être plutôt exprimés dans les cellules hématopoïétiques, les neurones et les tissus de la reproduction et vont être responsables de l'homéostasie et vont altérer les fonctions neuronales, métaboliques et immunitaires. Et l'association des deux va jouer un rôle sur la cognition, la mémoire, le contrôle moteur, la libération des neurotransmetteurs. Donc il y a un effet dose dépendant de la concentration de THC sur tous ces systèmes-là. Et si je vous ai reparlé un petit peu de ces systèmes, c'est que ça peut expliquer les effets sur du long terme sur l'enfant. Alors, quelques exemples. Ce sont des modifications du développement de l'axone en fonction de la durée et de l'intensité de l'exposition. L'exposition du fœtus est peu évaluée. On pense qu'il y a des possibilités de facteurs individuels du métabolisme. On ne retrouve pas de corrélation entre l'exposition de la mère et celle du fœtus. En général, la concentration chez le fœtus va être plus basse, mais ça va dépendre de la voie d'administration. Donc, on soupçonne une variabilité de disponibilité et du transport qui peuvent expliquer des effets non cohérents sur le développement neurologique de l'enfant selon les âges. À l'imagerie, une étude de El Maroun a montré des modifications structurelles et fonctionnelles lors de l'exposition du cannabis in utero, responsable de modification des processus développementaux. Alors, juste pour dire, chez la souris à faible dose et usage court, il n'y a pas d'impact cortical. Par contre, l'étude de Wu
montre que les processus développementaux fondamentaux vont être modulés et pouvant être responsables de conséquences à long terme. Alors, il y a des limites, il y a des biais. Les limites, ce sont les méthodes d'études, les effectifs, les différents outcomes qu'on recherche, parce qu'il y a des impacts recherchés pour la grossesse. Alors, parfois, on recherche le poids, parfois, c'est poids, taille, périmètre crânien, etc. Les études ne recherchent pas toujours les mêmes choses. Et dans l'enfance, ce n'est pas toujours les mêmes âges non plus, et ni les mêmes impacts. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver. D'autant plus que tout dépend des concentrations, de la période de la grossesse, de l'âge, de la pureté du produit, etc. Et qu'on est souvent aussi, au niveau des études, basé sur des auto-questionnaires. Il y a rarement de la biologie. Et que dans les études, c'est souvent je consomme, c'est oui ou non. Et il n'y a pas du tout l'aspect quantitatif non plus qui rentre en ligne de compte. Voilà. Donc il y a l'effet des polyconsommations, c'est difficile de faire la part du tabac en général, mais aussi des autres produits. Il y a l'effet style de vie qui peut aggraver ou qui peut au contraire améliorer des choses pour l'enfant. Et donc il y a des variables socio-économiques et comportementales qui vont rentrer en ligne de compte. Donc certains ont fait des dosages au cordon. Ça a permis de dépister plus de femmes usagères, mais ils ont aussi trouvé des faux négatifs, dont la nécessité de deux méthodes. Après, on peut se poser sur les faux négatifs si ce n'était pas du cannabis passif. Cannabis passif. Voilà, un tableau un peu compliqué. Bon, juste pour dire que le CRAT dit que ce n'est pas tératogène. Néanmoins, il y avait une étude en 2015 de Gilbert sur la souris qui montre un effet dose dépendant, et une étude de Van Gelder qui est un peu plus ancienne, de 2008, qui montre davantage d'anencéphalie, donc à suivre. Ensuite, au niveau de la grossesse et du poids, taille de l'enfant, ce qui ressortirait peut-être, parce que c'est encore avec des bémols, parce qu'il n'y a aucune étude qui soit vraiment parfaite, il y a toujours des choses à revoir, eh bien, soit le poids de naissance, soit les small for gestational age sont réduits, mais ce n'est pas toujours retrouvé. C'est peut-être le tabac, on ne sait pas trop. Et ce qui ressort le plus aussi, c'est des admissions un peu plus fréquentes en soins intensifs avec une durée d'hospitalisation. Mais bon, ça ne ressort pas dans toutes les études. Et après, on retrouve des choses qui sortent ou qui ne sortent pas. C'est difficile pour l'instant de conclure. Donc, des études vont être importantes. On retrouve aussi, il y a l'effet épigénétique du stress sur la croissance fœtale et sur le développement neurocognitif qui vont peut-être aussi jouer un rôle. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc l'étude de Fantasia de 2017, pour elle conclut, en ayant vu toutes ces études, qu'il n'y a pas d'effet prouvé sur le poids du bébé pour l'instant, et ni sur la prématurité, parce qu'elle pense que c'est plutôt le tabac à voir. Par contre, l'EMAX, lui, qui a fait une étude avec une population, un effectif assez important, retrouve 5 fois plus de risques de prématurité si le cannabis est poursuivi après 20 semaines de grossesse. Une autre étude très récente de Corsi, qui vient de sortir en 2019, avec aussi des effectifs conséquents, retrouve une augmentation de la prématurité, des small for gestational age et des décollements placentaires. Il retrouve un effet protecteur de la prééclampsie, donc tout ça c'est comme le tabac, et aussi protecteur du diabète gestationnel, ça c'est pas du tout comme le tabac. On ne sait pas pour le tabac, mais les limites, c'est le déclaratif, l'intensité, les dates de consommation qui manquent. Alors, quelque chose que j'ai mentionné, c'est l'analyse du méconium qui a été étudiée par Chasnov. Donc, il a fait l'étude avant la légalisation et après la légalisation du cannabis. Au niveau prévalence, ça n'a pas trop bougé après la légalisation. Par contre, une fois que c'était légal, eh bien, la concentration en THC était plus élevée dans le méconium, c'est-à-dire que les femmes ont consommé probablement davantage, elles ont eu moins de soucis à consommer. Alors, les conséquences pour la femme enceinte, c'est qu'il y a plus de nausées. L'anémie a été retrouvée dans une seule étude. À forte dose, on a des bradycardies et de l'hypotension. À faible et moyenne dose,
une tachycardie. Donc les recommandations, c'est d'éviter pour les anesthésies la kétamine, le pancurorium et l'épinéphrine. Et le fait que ça soit de la marijuana inhalée, on a une irritation des voies aériennes supérieures et de l'œdème, et donc on a des anesthésies qui seront plus compliquées. Chez l'enfant, chez le nouveau-né, beaucoup plus de trémulation, de sursaut, de troubles caractéristiques du sommeil, une diminution du poids et très peu de données sur le syndrome de sevrage. Ça, c'est bien documenté. À 1 an, on n'a pas d'association avec le développement mental. Par contre, à 6 ans, c'est documenté aussi, on a une diminution du raisonnement verbal, de la mémoire à court terme et une diminution à certains scores d'intelligence. Et à 10 ans, on retrouve les mêmes troubles des fonctions exécutives et neurocognitives avec la mémoire, les troubles des apprentissages, diminution de la réussite scolaire, diminution de la concentration, plus d'impulsivité et d'hyperactivité. Chez les enfants exposés, on aurait des compétences motrices plus avancées, mais tous les effets qui sont décrits sont modérés et limités selon les âges. Donc il y a toujours des bémols dans tout ça. Chez l'adolescent, c'est un peu les mêmes problématiques, troubles des fonctions exécutives, problèmes de gestion des émotions, du comportement. C'est souvent associé à la dépression, l'hyperactivité, à la délinquance, l'agressivité. Donc les limites, ce sont les troubles induits par une altération des interactions précoces mère-bébé, parce qu'une mère qui consomme du cannabis ne va pas forcément percevoir correctement les signaux envoyés par le bébé et peut avoir des réponses en décalage. Et donc, les interactions ne seront pas constructives et ça peut être le lit de problèmes pour l'enfant, pour se structurer et être bien, pour être rassuré. Donc, dans la parentalité, il va y avoir des soucis aussi qui vont altérer tout ça. Altération des fonctions cognitives, du bien-être chez l'adolescent, et c'est un adolescent qui sera plus à risque de commencer précocement les produits et de poursuivre par la suite. Voilà, à long terme, c'est l'hyperactivité, les troubles de l'attention. Alors, les effets psychopathologiques sont-ils dus au cannabis, au profil psychologique, voire psychiatrique des parents ou aux vulnérabilités génétiques? Ça, c'est un questionnement. Pareil pour la schizophrénie, donc ça, c'est controversé. L'allaitement, alors 15% des femmes allaitantes ont consommé du cannabis dans l'année précédente aux USA. 84% des usagères pendant la grossesse vont continuer au cours de l'allaitement. Et c'est difficile de faire la part de l'exposition au cannabis pendant la grossesse de celle pendant l'allaitement. Voilà. Et dès que les femmes consomment du cannabis, elles vont être moins enclines à allaiter. Hein, c'est pareil qu'avec le tabac. Elles ont souvent un peu honte et préfèrent ne pas allaiter pour que l'enfant arrête de recevoir trop de produits. En fait, l'enfant reçoit à peu près 0,80% de la dose de la mère. Alors, l'Académie américaine de pédiatrie et d'obstétrique contre-indique l'allaitement, mais tout le monde n'est pas d'accord et Metz, par exemple, dit qu'il vaut mieux favoriser la réduction des joints et ne pas décourager l'allaitement. Alors, la grande inconnue, c'est la durée de la présence des métabolites dans le lait après la prise d'un joint, par exemple. Alors, la difficulté, c'est que c'est un produit illégal et donc c'est compliqué de savoir si la patiente enceinte consomme ou pas parce qu'elle a souvent honte, elle a peur qu'on place son enfant. Donc il ne faut pas paraître intrusif, ne pas stigmatiser. Le but, c'est d'essayer de préserver la relation avec la patiente et la rassurer par rapport au risque de placement de l'enfant. C'est un moment qui est idéal pour la prise en charge. Parce que la grossesse, c'est le moment où les femmes ont le plus envie de changer, où elles ont une perméabilité justement à changer qui est exceptionnelle. Et c'est dommage de ne pas profiter de ce moment-là pour
et de ne pas saisir cette période pour la sevrer ou l'amener par la réduction à se sevrer progressivement. Donc repérer le plus précocement possible, mesurer le CO expiré, informer des aides possibles et des conséquences sans culpabiliser, parce que parfois quand on parle de conséquences trop dramatiques, ça fait peur et du coup elles ne viennent plus. Donc il faut être très vigilant quand on informe du danger. Voilà, donc attention aussi à la biochimie. Donc si vous voulez faire des dosages, il faut toujours que la patiente soit d'accord. Et quand la femme dit qu'elle ne consomme pas et qu'on se retrouve avec un résultat positif, attention à ne pas détruire la relation avec la patiente. Après, si on veut faire des études sérieuses, c'est sûr qu'il faut utiliser la biologie pour évaluer la fréquence, la quantité, les produits qui sont utilisés. Mais ils ne sont pas recommandés en systématique. Et on n'a pas de test validé de dépistage pour les femmes enceintes. Alors, il y a quand même des barrières des professionnels. Par exemple, il y a une étude intéressante de Hollande qui montre que 23% des professionnels ne reconnaissent pas la déclaration des femmes. C'est-à-dire que les femmes leur tendent la perche et ils ne s'en saisissent pas. C'est dommage. 48% ne donnent pas l'information. Et quand l'information est donnée, dans 70% des cas, ce sont des conseils plutôt punitifs. Surtout, dans cette étude, c'est même mentionné, surtout si elles sont d'origine américaine, africaine. Et quand il y a des conseils, dans 26% des cas, les conseils sont clairs et basés sur des études. Donc, c'est compliqué, en fonctionnant comme ça, d'avoir des bons résultats. Donc, la formation, c'est très, très important de former tous les professionnels de la périnatalité à l'addiction. C'est important d'annuler les lois quand elles existent dans les différents pays sur la déclaration obligatoire parce que c'est inefficace, ça empêche la prise en charge des patientes. Ce qui est important aussi pour les patientes qui consomment du cannabis, c'est de savoir à quoi il sert, quelle est la fonction de ce cannabis pour pouvoir les accompagner, les aider de manière à pas les faire souffrir ou en fait qu'elles refusent le soin et l'arrêt du produit parce que c'est trop douloureux de vivre sans produit pour elles. Voilà, la recommandation de toute façon, c'est comme pour le tabac, c'est l'abstinence. Et l'idéal, c'est de démarrer la prévention en préconceptionnel de manière déjà à réduire les risques du début de grossesse, de fausse couche et autres. Et puis, tant qu'on n'est pas enceinte, on a moins la pression de devoir s'arrêter brusquement et très vite. Et on n'a pas les hormones qui interfèrent de la même façon. Voilà, donc pour un professionnel, c'est rechercher la consommation systématiquement, de prendre en charge le tabac et le cannabis en même temps. Donc, il y a des programmes spécifiques et donc il y a des équipes qui ont énormément augmenté leurs admissions de femmes enceintes dans leur programme d'arrêt de cannabis. Par contre, l'entretien motivationnel, le contrôle des stimuli et le renforcement positif ne montreraient pas plus d'efficacité qu'un suivi traditionnel pour les femmes enceintes qui utilisent du cannabis. Donc ça, Philippe peut-être nous en dira plus. Mais de nouvelles recherches sont indispensables pour évaluer et orienter les nouveaux programmes parce que là, il va falloir aussi innover. Il va falloir être vigilant dans le postpartum et il va falloir aussi soutenir et valoriser la fonction parentale pour favoriser ce lien mère-enfant qui, rien qu'à lui seul, peut être par la suite le lit d'une addiction à l'adolescence. Voilà, le pronostic de l'enfant, qu'il soit cognitif et social, sera fonction de la stabilité de l'environnement. Donc, considérer cette grossesse comme une grossesse à risque, évaluer les troubles psychiques, développer les compétences maternelles pour diminuer les risques d'abus, de négligence et continuer les soins en période de postnatale. Ce qui est important aussi, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau, avec un discours homogène, donc addictologue, services sociaux et périnatalité, de faire du sur-mesure. Il y a du boulot. Voilà. Et surtout, ne pas oublier le conjoint, parce que si le conjoint continue, eh bien, ça risque de faire un flop aussi dans notre prise en charge. Voilà, donc des messages pour conclure, non ambigus.
avec des nouvelles recherches qui sont nécessaires. Nécessité pour les recherches de quantifier les doses, les prises et d'associer la biologie. Voilà. Ce qui est important, c'est de former les professionnels, créer du lien entre les professionnels pour être meilleurs dans les prises en charge. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Cathy, parce que c'était vraiment complet. On a fait bravo. Il y a une question, le temps que... Non, viens t'installer, Philippe, pendant ce temps-là, parce qu'on peut passer une question, mais on n'a pas beaucoup de temps après, donc avant qu'on passe au TCC. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des précisions, des demandes? Non, ça va. Oui. Ça, j'ai pas trouvé. Alors ça, j'ai pas trouvé par rapport au cannabis dans cette recherche de littérature. En fait, j'ai eu beaucoup d'études sur l'impact, sur les conséquences, etc. Mais sur la prise en charge, il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, j'ai pas trouvé grand-chose. Ou alors, j'ai pas su chercher, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Pour le tabac, c'est vrai que c'est compliqué de faire du groupe. Alors, moi, j'en ai fait, mais c'est une expérience personnelle. Je faisais un petit groupe de sophrologie de femmes enceintes qui fumaient. Et ça a marché très très bien, mais ce n'est qu'une petite expérimentation qui n'a pas été étudiée plus loin que ça. Ça marchait bien, mais le problème après, c'est de les faire revenir. Il faut qu'elles soient à peu près au même âge de la grossesse. C'est un peu compliqué de faire du groupe pendant la grossesse. Sur les groupes, en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expérimentations, il y a beaucoup de programmes qui sont montés, mais il n'y a pas tant que ça d'évaluation de ces programmes pour savoir si lesquels fonctionnent ou pas et si c'est un bon outil à proposer. Alors là, dans le cas particulier, peut-être des femmes, hein, de manière distincte. Ah, il y a une Allez, on passe la parole à sur la TCC, donc qui est quand même un des traitements importants en tabacologie maintenant, puisque c'est celui qui est validé, si je précède pas ton exposé. Et écoute, on te laisse nous présenter tout ça. Merci. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Donc, je vais faire quelque chose d'assez clinique, en fait, sur les TCC. On parle beaucoup de substituts nicotiniques, on parle beaucoup de varénicline, on parle moins de TCC et d'entretien motivationnel. Pourtant, c'est très important dans la prise en charge du sevrage tabagique. Assez rapidement, les thérapies comportementales, l'apprentissage d'un comportement, il y a les notions de conditionnement pavlovien, donc je ne détaillerai pas, de conditionnement skinnérien et d'apprentissage social par imitation de modèles selon Bandura. En fait, on utilise surtout les thérapies cognitives plus que comportementales dans les TCC. Les thérapies cognitives ont mis à jour l'importance des systèmes de pensée, ce qu'on appelle les pensées automatiques, de croyances, ce qu'on appelle également les schémas, d'interprétation de la réalité sur les émotions et les comportements. Donc le modèle du traitement de l'information, la situation, c'est soirée entre amis où tout le monde fume. Le schéma ou la croyance, c'est sans fumer, je ne peux pas passer une bonne soirée. La pensée automatique, alors qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une pensée automatique, c'est ce qu'on se dit à soi-même dans une situation donnée quand on a une émotion. Par exemple, la pensée automatique classique du fumeur, il est stressé, ça va te calmer. C'est ce qu'on se dit à soi-même. L'émotion, c'est le plaisir. Le comportement, j'allume une cigarette. Et les conséquences, le plaisir et le renforcement social. Cette diapo empruntée à notre ami Michel Underner de Poitiers. Un environnement, donc c'est le stimulus. Et la triade, c'est les émotions, ce que je ressens. Alors, c'est parfois difficile de mettre un mot sur une émotion pour les patients quand on fait des TCC. Les cognitions, c'est les pensées automatiques, ce que je me dis à moi-même, ce qui me traverse l'esprit, et le comportement, ce que je fais. Donc l'expérience clinique et les études ont montré que les TCC sont importantes en tabacologie et doublent l'efficacité des thérapeutiques existantes, notamment des substituts nicotiniques.
TCC et substitut nicotinique versus substitut nicotinique et simple conseil d'arrêt, vous avez une abstinence de 33% dans le groupe TCC versus 20% dans le groupe simple conseil d'arrêt. Et une autre étude publiée en 2010, TCC 6 séances versus 6 semaines d'éducation pour la santé, on a également une efficacité plus importante pour les TCC avec un autre ratio à 2,57. Ça, c'est la diapo la plus importante, pas tellement parce que je fais de la pub, mais parce qu'il y a 4 étapes dans la thérapie comportementale et cognitive. La première étape, c'est la plus importante, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Sans alliance thérapeutique, vous ne pouvez pas faire de TCC. La deuxième étape, c'est à mon avis la plus difficile à faire, c'est la conceptualisation des problèmes. Ça s'appelle l'analyse fonctionnelle. On ne parle pas de diagnostic en TCC, on parle d'analyse fonctionnelle. De l'analyse fonctionnelle découlent les méthodes thérapeutiques comportementales ou cognitives et l'évaluation doit se faire avant, pendant et après la thérapie. Donc l'alliance thérapeutique, c'est très important. Ça a été défini par Carl Rogers qui parle d'une relation permissive, structurée de manière précise, qui permet au client d'acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le rend capable de progresser à la lumière de sa nouvelle orientation. Les qualités nécessaires, l'empathie, l'écoute active et le non-jugement essentiellement. Alors, quelles sont les aides à l'alliance? Donc, les 2 facettes du rapport collaboratif, c'est une dimension affective. L'empathie, vous savez ce que c'est, être centré sur la réalité de l'autre. L'authenticité, c'est important pour le thérapeute, c'est être à l'aise avec ses propres émotions. Et comme le dit Charlie Kenji, il faut être chaleureux. Sinon, il ne faut pas faire de TCC. Mais vous l'êtes tous, je pense. Dimension professionnelle, avoir un statut et des compétences. Alors, je vais passer cette diapo. Comment établir un rapport collaboratif? Est-ce que vous connaissez la méthode du petit vélo? Alors, le thérapeute, il a du travail. Il doit regarder comment fonctionne son fumeur au niveau du non-verbal et du verbal, comment fonctionne la relation, est-ce qu'elle est symétrique ou complémentaire, et comment il fonctionne lui-même, c'est-à-dire ses propres émotions. Il peut être agacé par le patient, ses propres pensées automatiques, j'en ai marre de cette consultation, et ses propres comportements. Ça n'arrive jamais, comme le dit Alice. Alors, pour améliorer l'alliance, vous avez la fameuse technique des 4 R que vous connaissez, je pense, et puis je vous ai mis une colonne de bec du thérapeute. Le thérapeute, c'était moi, qui était particulièrement agacé par une patiente que j'avais en face de moi. Alors, les 4 R, recontextualiser, c'est toujours dans le sens du vécu du patient et dans le sens du pire. Par exemple, je me sens désespéré, quel est le pire du désespoir pour vous? Ça, c'est une recontextualisation. Reformuler, ça rejoint beaucoup l'entretien motivationnel. Résumer et renforcer votre patient. Alors, ça c'était Dominique, que j'ai vu dans un hôpital où je consulte à 7. Elle était contrariante et opposante. Elle refusait tout, Dominique. Elle refusait les patchs, les pastilles, la varénicline, les TCC. Pourtant, j'ai essayé de tout lui vendre correctement. Et même la cigarette électronique, elle n'en voulait pas. Et je me suis dit dans ma tête, elle n'arrivera jamais à s'arrêter de fumer, elle refuse tout. Je me suis dit des choses que je n'ai pas marquées sur la diapo. J'étais particulièrement agacé et irrité, et j'ai eu ce qu'on appelle, c'est une colonne de bec, ça, hein, avec les pensées alternatives. Philippe, reprend tes techniques d'entretien, pose des questions ouvertes, reprend les 4 R, essaie d'être empathique. Et les conséquences, c'est que j'ai été plus motivé et j'ai eu plus de plaisir à m'occuper de cette patiente. La fin de l'histoire, c'est qu'elle a quand même arrêté de fumer, qu'elle m'a envoyé un mail, elle était très contente de la prise en charge. Mais c'était pas de mon fait. Je pense, mais moi, j'étais pas très content. L'analyse fonctionnelle, c'est la 2e étape. C'est la synchronie ici et maintenant et la diachronie, l'histoire du problème. Alors, il y a plein d'analyses fonctionnelles. Je vous conseille les bouquins de Cotreau, notamment la méthode SORC, situation,
Organisme, c'est les cognitions et les pensées. Réponse et conséquences. Il y a la basique AIDA. Il y a la rétroactive de Iliev et Fontaine. Moi, ce que je vous conseille, la grille CK, c'est situation, émotion, cognition, comportement et anticipation. Et je vous conseille la méthode des cercles vicieux. Sans plus attendre, je vous présente le cercle vicieux de Laurence, qui était une de mes patientes. La situation, c'était soirée où il y a du monde. L'émotion, c'était anxiété. Les pensées automatiques, c'est-à-dire ce qu'elle se disait, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à l'aise, ça va me donner une contenance. Le comportement, c'est je fume. Les conséquences, j'ai l'impression d'être plus à l'aise. Je parle plus facilement aux autres. Donc ça, c'est Charlie Kunji qui a développé ce cercle vicieux. À mon avis, c'est la meilleure technique pour analyser chaque cigarette importante. Et après, moi, je fais un cercle vicieux récapitulatif, c'est-à-dire on voit toutes les situations. Ça, c'était Nathalie, que j'avais vue il y a quelques années. Le café tout au long de la journée, quand j'arrive au bureau, lors d'une dispute avec mon mari, au travail dans les bons et les mauvais moments. Les émotions sont variées, positives ou négatives. Les pensées automatiques sont multiples. Vous avez les pensées classiques, ça va me calmer de fumer. Je dois m'arrêter, sinon ça va mal finir. Une seule, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est une seule, c'est pas grave? C'est une minimalisation. Ça, c'est une pensée fréquente des fumeurs. Je vais avoir du plaisir, je me régale de fumer. Alors, si vous êtes en forme, vous pouvez faire une grille CK. La grille CK, c'est anticipation. Fumer me fait passer le temps. Fumer me permet d'être plus calme dans plusieurs situations de ma vie. Les situations sont variables. Ça, c'était un chirurgien que j'avais pris en charge. Donc, il fumait sur le parking après chaque activité, donc après chaque intervention, à l'office, à l'hôpital, au téléphone et avec sa femme devant la télévision. Ses émotions étaient variables. Ses pensées automatiques, ça va me calmer de fumer. Il faut que j'arrête, mais je n'y arrive pas. Une seule, ce n'est pas grave. Je sens que ça va mal tourner. Ça, c'est un raisonnement émotionnel. J'ai repris, je suis nul, c'est une maximalisation. Il faut arrêter, c'est les je dois, il faut. L'imagerie se voit suffocant et amputé. L'entourage, bon, on en a parlé. Et le comportement, c'est je fume. Ça, c'est la synchronie, c'est-à-dire c'est ici et maintenant. On conceptualise un petit peu la façon qu'ont les gens de fumer. Alors, juste une ou deux diapos pour vous dire que vous allez voir beaucoup de patients qui ne sont pas prêts à arrêter de fumer, qui viennent vous voir pour voir un tabacologue, mais en fait, ils se régalent à fumer, ils ne sont pas prêts. Donc, il y a un certain nombre de techniques que je n'ai pas le temps de détailler là, qui permettent d'augmenter la motivation. La balance décisionnelle, vous avez les avantages à continuer, les inconvénients, les avantages à arrêter, les inconvénients. L'histoire de ma vie, c'est faire un trait entre tout sacrifier au présent et tout sacrifier à l'avenir et faire un entretien motivationnel à partir de là. L'avocat du diable, c'est insister sur les aspects positifs du tabac et la lettre de rupture. Alors la lettre de rupture, moi j'en ai 50 de lettres de rupture dans mon ordinateur et c'est 49 femmes et un homme. C'est plutôt quelque chose de féminin pour répondre à la question que va me poser Didier tout à l'heure. Ma libération, 14 février, Saint-Valentin, fête des amoureux. 14 février, je te plaque. Je lève la tête et je marche toute seule sans béquille. Tant de peurs non affrontées, tant de refoulement de moi-même. Tant pis pour la colère, mais tant pis, tant mieux. Sors de mon corps que je retrouve enfin. Etc. Je suis une femme debout. Alors c'est fou ce que les gens peuvent mettre dans une lettre de rupture au tabac. C'est des choses parfois très intimes. Là, je vous l'ai mis celle-ci parce qu'elle était courte. Je ne voulais pas vous embêter avec une lettre de 3 pages, mais j'en reçois des lettres de 3 pages. En fonction de l'analyse fonctionnelle, vous pouvez utiliser les méthodes comportementales que j'utilise très peu, moi, en pratique, parce que je ne suis pas à l'aise avec les méthodes comportementales. Je suis plutôt à l'aise avec le cognitif. La méthode comportementale la plus connue, c'est la relaxation. Le contrôle du stimulus également.
Si vous voyez qu'il y a une phobie sociale ou un manque d'affirmation de soi dans l'analyse fonctionnelle, vous pouvez utiliser l'affirmation de soi, la résolution de problèmes. Et ça, c'est un bouquin que je vous conseille vivement si vous faites de la dictologie, mais prenez bien l'édition 2014. Et les thérapies cognitives, vous avez 4 étapes. Vous avez la mise en évidence des pensées automatiques, la modification de celles-ci. Vous avez vu tout à l'heure une colonne de Beck du thérapeute. La mise en évidence et la modification des erreurs de logique. Et puis la mise en évidence et la modification des schémas cognitifs. Les schémas cognitifs sont les croyances des fumeurs. Donc, première étape, faire l'analyse fonctionnelle et mettre en évidence les pensées automatiques. Ça, c'est une de mes patientes. À la fin de la journée, avec mon compagnon qui fume, ça, c'est une colonne de Beck à 3 colonnes. L'émotion, c'est l'anxiété. Les pensées automatiques, ça va te calmer. S'il le faut, tu t'arrêteras à nouveau. Souvent, quand les gens font une colonne de Beck ou un cercle vicieux, ils comprennent comment fonctionne leur tabagisme et ils enlèvent cette cigarette-là, spontanément. Ça, c'est un exemple tiré du livre d'Isabelle Clausel. La situation, c'est je croise ma voisine qui ne me dit pas bonjour. Les pensées automatiques, c'est elle me fait la tête, qu'est-ce que je lui ai fait? Je vais fumer, ça va me calmer. Je ressens de la tristesse, je suis énervé. Et les pensées alternatives, c'est-à-dire les pensées plus réalistes, elle est peut-être perdue dans ses pensées et ne m'a pas vu. La nouvelle émotion, c'est moins énervée, plus sereine. Et le nouveau comportement, c'est je prends une pastille nicotinique. J'aurais pu vous mettre d'autres exemples, mais celui-là, il est intéressant. Ensuite, les erreurs de logique, ça c'est le plus difficile également dans les TCC. Vous avez de nombreuses erreurs de logique que je vous ai citées ici, notamment l'inférence arbitraire et l'abstraction sélective qui sont tirées des conclusions sans preuve. La tyrannie des « je dois, il faut », c'est-à-dire que les patients se disent « je dois m'arrêter, sinon ça va mal finir », et en général, ça entraîne une augmentation du tabagisme. Donc ce qu'il faut leur apprendre, c'est remplacer ces phrases toxiques qui commencent par « je dois, il faut », par des phrases moins toxiques. Je fais une démarche avec un thérapeute, je vais diminuer progressivement. Le raisonnement émotionnel, je sens que ça va mal tourner. Et puis, les 2 erreurs de logique qui sont les plus fréquentes et qui sont une cause de rechute tabagique, c'est la minimalisation et la maximalisation. Ah ben ça, c'est une revue chère à mon voisin de gauche. Donc, les pensées minimisantes, c'est aujourd'hui c'est la fête, j'en fume une, demain j'arrête. Une, ce n'est pas grave. En général, l'émotion, c'est le plaisir et le bien-être. Les pensées maximalisantes, j'ai repris une, c'est foutu, je n'aurais jamais dû. En général, il y a un malaise émotionnel et un découragement. Et enfin, la dernière étape d'une thérapie cognitive, c'est la mise en évidence et la modification des croyances ou des schémas cognitifs du fumeur. Croyance, fumer est indispensable pour se calmer quand je suis énervé. Croyance modifiée, alors il y a tout un protocole pour les croyances. Vous avez les évidences pour la croyance, les évidences contre, les avantages et les inconvénients. Et ensuite, on demande au patient, quelle est votre nouvelle croyance ? Et la nouvelle croyance dans le cas de cette patiente, c'était fumer permet de se relaxer, mais la relaxation, de se calmer, mais la relaxation aussi. Action, mettre en pratique la relaxation. Et puis on évalue avant la thérapie, pendant et après. Donc ça, c'est l'exemple de mon chirurgien avec une envie de fumer qui a baissé progressivement au fil des séances. Il a quand même eu besoin de 21 séances pour arrêter de fumer. Enfin, il a arrêté au bout de la 10e. Il ne faut pas exagérer, Alice. Il a arrêté au bout de la 10e.
Mais en fait, l'histoire, c'est que je l'ai attrapé au café, je lui ai dit, tu veux pas que je te mesure le CO? Je lui ai mesuré le CO et je lui ai dit, tu veux pas faire un mémoire avec moi sur les TCC? Donc, il n'était pas prêt du tout. Donc, il lui a fallu 20 séances. Donc, l'évaluation est très importante. Et pour conclure, pour être dans les temps, les TCC sont utiles pour créer une alliance. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de l'alliance thérapeutique. Pour augmenter la motivation, moi j'aime bien la balance décisionnelle et j'aime beaucoup la lettre de rupture qui permet à des patients qui ne sont pas tout à fait prêts de prendre la décision pour effectuer une analyse fonctionnelle et pour mettre en place les méthodes en fonction de l'analyse fonctionnelle et pour prévenir la rechute qui est la règle et pas l'exception. Donc j'espère vous avoir convaincu de l'utilité des TCC en complément bien sûr des autres outils bien connus dans le sevrage tabagique. Merci. Des questions? Donc, le sevrage tabagique n'est pas un gros mot. C'est-à-dire la pensée automatique, vous êtes fatigué, je pense. Quelles sont vos pensées automatiques? Est-ce que les TCC sont plus difficiles chez les femmes ou chez les hommes? Je vais pas oser le dire. Alors, en fait, quand on propose les TCC, il y a 4 femmes pour un homme qui acceptent. La lettre de rupture, c'est la même chose. Il y a à peu près, moi je vous ai dit, j'ai 49 femmes et un homme. Mais les TCC marchent mieux chez les femmes, il me semble. En tout cas, elles sont plus demandeuses. En t'écoutant, je repensais du coup, je suis pas surprise de ce que tu dis, parce que je me dis ça fait un peu écho à ça. Bon, c'est vraiment là pour le coup que des impressions, hein, rien de. Mais je pense que les femmes ont peut-être parfois plus besoin d'un tiers qui va les autoriser à changer justement leur manière de penser, parce qu'elles ont du mal à se l'autoriser elles-mêmes. Alors, je pensais à quoi notamment? Je pensais par exemple, si vous êtes même en couple avec des enfants, si vous êtes une femme, à un moment donné, fumer, ça devient même une occasion d'aller faire une pause. Et le fait même que ce soit toxique est même une bonne raison pour ne pas fumer à côté des enfants et pouvoir s'autoriser à laisser les enfants de côté et aller sortir, faire autre chose, se mettre ailleurs et avoir enfin 10 minutes à soi. Et donc, au-delà de l'aspect addictif, il y a même cette dimension-là. Et sur le plan social, c'est quelque chose qui a été identifié, cette question de la charge mentale et le fait que, par exemple, quand un homme prend du temps sur son temps de travail pour faire autre chose, il prend du temps pour lui. Une femme, quand elle a du temps de travail en moins, c'est globalement pour la maison, pour les enfants, pour autre chose. C'est des études qui le montrent de manière très actuelle. Et donc, je pense que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à s'autoriser à avoir ces temps-là pour elles, etc. Et que le travail de TCC, je pense, peut vraiment les aider à déconstruire aussi parfois certains automatismes qu'elles se mettent avec un tiers qui va leur dire « vous avez le droit de penser autrement, vous avez le droit de faire votre pause autrement qu'avec une cigarette ». Et enfin voilà, je pensais à ça en t'écoutant. Oui. Elles sont souvent très motivées, notamment je pense à Nathalie qui m'envoyait par mail ses colonnes de bec, ses balances décisionnelles, ce qui m'a permis de faire mon mémoire et plus facilement, mais elle était vraiment très assidue à ces techniques. Hein. Les hommes, j'en ai très peu qui adhèrent au TCC. À part mon chirurgien, mais bon, c'est un ami, donc il a fait ça pour me faire plaisir. Mais il a arrêté de fumer quand même. Hein. Il a arrêté, oui. J'avais une remarque par rapport à la pause. Moi, j'ai un renforçateur très fréquent, c'est que les fumeurs ont le droit d'aller faire une pause dans le travail et pas les autres. Aussi. Et il faut se battre quelquefois avec le médecin du travail, pour que ça se soit imposé. Notamment, je pense aux informaticiens. Le seul moment où ils ont le droit d'aller faire une pause, ils ne fument pas dans les salles blanches, dans les salles de serveurs, etc. Mais ils vont faire une pause dehors et ils fument. Et on a beaucoup de gens où l'organisation du travail, finalement, donne une prime, entre guillemets, en charge mentale, justement, à ceux qui fument, parce qu'ils ont le droit d'aller faire une pause toutes les 2 heures, alors que les autres pas. Et ça, c'est vraiment des conditions comportementales-là qu'il faut modifier. Et ça dépasse largement souvent le pauvre thérapeute tout seul dans son bureau, parce qu'il faut au moins avoir des alliances à l'extérieur. Il y a des travaux sur un petit peu, moi je connais moins bien, en médecine du travail, sur
sur du coup les différentes organisations autour de ces questions-là et qu'est-ce qui peut être ou pas bénéfique. Mais on démontre très bien que ça crée des climats de conflit quand c'est laissé en suspens. Et après, vous avez différentes méthodes. Il y en a qui imposent des pauses qu'à des moments précis, vous ne pouvez pas y aller sinon. Certains qui redonnent des RTT en plus aux non-fumeurs. Enfin, bon, il y a différents systèmes. Je crois qu'il n'y a pas forcément une seule réponse. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est eux qui ont écrit déjà des choses. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, on interrompt. On va mettre fin à la séance. Merci pour toutes ces questions. Merci aux orateurs. Je ne sais pas comment dire. Bon.